Pour débuter, une affiche créée par l'armée de terre pour inciter les jeunes à venir s'engager justement dans l'armée. Alors on peut y voir ici le symbole de la République française, donc avec la phrase "Quand la défense avance, la paix progresse", qui montre un des rôles déjà de la défense en France. On les incite donc à apprendre un métier. On voit ici le symbole de l'armée de terre avec le bleu, blanc et le rouge. Donc chapitre 3, la défense et la paix. Le fameux défilé militaire du 14 juillet, ici représentant 2010, et le symbole de l'ONU, dont on va parler également dans ce chapitre. Donc chapitre 3, donc la défense et la paix. Grand 1, la défense nationale. Quels sont les acteurs et les missions de la défense nationale? Tout d'abord, petit 1, les missions de l'armée française. Donc les missions de l'armée française sont résumées dans ce texte pris sur le site de défense.gouv.fr en décembre 2010. On y retrouve un certain nombre de choses importantes. Donc tout d'abord, la principale mission de l'armée, c'est d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts français. Donc l'armée doit protéger le territoire bien sûr, mais peut aussi protéger les habitants et les intérêts notamment économiques de la France. Elle doit également permettre de respecter les traités internationaux, notamment l'alliance qui nous lie aux autres pays de l'OTAN, ou les traités donc régionaux avec l'Europe de la défense, la PESC dont on a déjà parlé. L'armée a également un rôle de service public, notamment en aidant dans des situations de catastrophes naturelles, par exemple, à aider la population lors de tempêtes, comme dans les Landes il y a quelques années, ou lors de marées noires, par exemple. Elle peut aussi être amenée à avoir une mission humanitaire dans certains pays. On l'a pu le voir en République centrafricaine, où elle est intervenue pour empêcher un massacre entre les deux communautés centrafricaines. Donc quelques exemples de missions récentes de l'armée française, avec ici des bateaux qui croisent dans le golfe d'Aden pour protéger les bateaux des bateaux économiques européens, notamment donc c'est dans le cadre de l'Union européenne, ou aussi un rôle un peu moins connu, on va dire, de défense des sites importants de l'État, sites internet, en luttant contre les attaques de hackers étrangers, notamment. Donc quels sont les risques et les menaces actuelles? Alors est-ce qu'il y a des risques d'attaque d'un pays voisin? A priori pour l'instant non, et on n'a pas eu l'occasion de lutter contre un pays voisin depuis la Seconde Guerre mondiale. Une attaque terroriste sur le territoire français, on a eu quelques événements qui ont pu montrer ces risques dans les années précédentes. Donc dans ce cadre-là, l'armée française patrouille notamment dans le cadre du plan Vigipirate dans les gares ou dans les autres lieux importants du territoire. Une guerre contre une grande puissance étrangère, ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement, il y a peu de risques pour l'instant. La lutte contre la piraterie maritime contre un navire français, oui, puisqu'on vient d'en parler. Une attaque contre les intérêts français à l'étranger, eh bien, c'est déjà arrivé. Hein. Il y a eu des attaques notamment contre des usines, contre Areva, qui est une entreprise d'extraction d'uranium, donc dans le Niger, au Niger. Une cyberattaque contre les sites internet stratégiques français, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et une intervention militaire pour éviter des massacres, c'est déjà arrivé plusieurs fois, comme en Centrafrique, on vient de le dire. Alors, petit 3, les moyens de la défense nationale. Alors, tout d'abord, un schéma qui nous montre l'organisation de la défense nationale. Donc, pour rappel, on est en démocratie, ce sont donc les citoyens qui sont à la base de cela en élisant le président et le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, on le rappelle. Le président de la République est le chef des armées. Il doit garantir l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire et le respect des traités. C'est lui qui est le garant de tout ça. Donc, à ce titre, il commande l'état-major des armées, qui dirige l'armée et l'emploi des forces et le commandement des opérations militaires. Les armées qui sont composées de 4 groupes, armée de terre, armée de l'air, marine nationale et gendarmerie. Donc le président nomme le gouvernement, ça on l'a déjà vu, et c'est le Premier ministre qui est responsable de la défense nationale, aidé de son ministre de la Défense qui exécute donc la politique de la défense. Le ministre des Affaires étrangères a un rôle dans la négociation des traités et les relations diplomatiques. Alors il ne faut pas oublier le Parlement qui vote les lois sur la défense et aussi le budget de la défense nationale. Il est associé notamment à la stratégie de sécurité nationale.
Donc pour rappel quand même, pendant 2 siècles, l'armée était composée en partie d'appelés qui faisaient leur service national, ce qu'on appelle la conscription. C'est le président Jacques Chirac qui a mis fin au service militaire en 2000 pour transformer l'armée totalement en armée de métier. En effet, les contraintes technologiques, notamment ou techniques de l'armée aujourd'hui, font qu'une armée de métier est nécessaire et les appelés du service national n'étaient pas forcément en cadre avec cette nécessité. Alors, qui est le chef des armées dispose de l'arme nucléaire? On vient de voir, c'est le président de la République. Le responsable de défense, c'est le Premier ministre, et le budget de la défense est voté par le Parlement. Donc, une photographie qui nous montre l'intervention de l'armée française en Libye, qui est une intervention essentiellement aérienne, avec des bombardements, qui avait été décrétée par le président Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc l'armée française est présente à l'étranger, notamment et hors de métropole. Alors il y a plusieurs types de forces, les forces de souveraineté qui sont dans les DROM et les COM, qui sont une présence militaire française dans les territoires français pour les protéger et assurer leur sécurité. Il y a aussi des forces de présence, c'est-à-dire des soldats qui sont présents dans des bases militaires françaises à l'étranger, dans des pays avec lesquels on a des accords pour avoir ces bases, notamment en Afrique, Sénégal, Gabon, Djibouti, et aussi dans le Pacifique et l'océan Indien. Alors l'armée française est aussi présente lors d'opérations militaires, ce qu'on appelle les OPEX, opérations extérieures. Alors il y en a des nationales et des multinationales. Les OPEX nationales, c'est en fait des interventions de l'armée française toute seule, comme ça a été le cas au Tchad, dans le golfe de Guinée ou en Côte d'Ivoire, et des OPEX multinationales, où là c'est dans le cadre des traités, où on intervient avec d'autres pays dans nos alliances. Ça a été le cas en Afghanistan, au Kosovo, dans le cadre de l'OTAN, au Liban, en Côte d'Ivoire par exemple, dans le cadre de l'ONU. L'intervention de la flotte française dans le golfe d'Aden se fait dans le cadre de l'UE, et il y a eu quelques autres coalitions dont on ne va pas parler maintenant. Donc pour résumer, la France a une armée de métier. Pour défendre ses intérêts, elle participe à ce qu'on appelle une défense globale, c'est-à-dire qu'elle est engagée avec d'autres pays dans la sécurité mondiale. Ainsi, la France a pu intervenir en Centrafrique, au Mali, au départ seule, pour lutter contre le terrorisme, notamment au Mali, et d'autres pays interviennent dans le monde pour garantir la sécurité de l'ensemble du monde. La France a des alliés, elle fait partie de l'OTAN et participe à la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD. Elle est membre du Conseil de sécurité et de l'ONU. Donc dernière partie sur la défense nationale, les jeunes et la défense nationale. Donc il y a plusieurs étapes dans le parcours citoyenneté et défense des jeunes. L'étape 1, c'est ce qu'on fait en 3e. La deuxième étape, c'est le recensement. Alors le recensement, c'est en fait tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans, qui doivent aller à la mairie se faire comptabiliser, c'est-à-dire enregistrer, pour ensuite être convoqués à la JDC. Donc c'est une obligation de se faire recenser. Ensuite, l'étape 3, c'est la journée défense et citoyenneté. Donc tous les jeunes Français, filles et garçons, doivent la faire. Ça se fait dans une caserne proche du domicile. Elle doit être faite avant les 18 ans. Donc qu'est-ce que c'est la journée défense et citoyenneté? Donc c'est une journée assez simple, qui n'a rien de compliqué, puisque les jeunes y vont pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une information sur la défense et sur son rôle, pour rappeler aux jeunes Français que notamment la liberté a un prix, c'est-à-dire que l'armée française est là pour protéger la démocratie et la liberté des Français. Ça fait référence à l'histoire, notamment avec les combats des Français lors de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale pour la liberté du pays. Deuxièmement, c'est pour rôle de mettre en contact les jeunes Français avec l'armée, leur apprendre notamment les différents métiers auxquels ils peuvent participer s'ils souhaitent s'engager, et donc susciter des vocations militaires chez les jeunes Français. Enfin, dans la journée, il y a des tests de connaissance de la langue française qui ont pour but de voir le niveau de tous les Français à 17 ans dans ce domaine, et repérer notamment des personnes qui seraient encore touchées par l'illettrisme. On se rend compte qu'environ 10% des Français à 17 ans ne savent pas très bien écrire ou le français ou le lire. Et donc ça permet de les repérer et de leur proposer des solutions.
à la fin de la journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire de l'avoir et donc de faire cette JDC, puisqu'on ne peut pas s'inscrire aux examens, aux concours, notamment donc au bac ou au permis de conduire, si on n'a pas fait cette journée du citoyen. Donc voilà pour cette première partie sur la défense nationale. Nous allons nous intéresser maintenant à cette deuxième et dernière partie du programme d'éducation civique de cette année de troisième. Alors pour commencer, comme très souvent avec moi, une caricature qui nous montre ici deux casques bleus de l'ONU qui interviennent dans le monde, et on voit qu'ils sont en train de prendre plein de balles et de bombes qui passent au-dessus d'eux. Ils s'interrogent pourquoi on nous tire dessus. Bien, ils nous tirent dessus parce qu'ils continuent la guerre qu'on est censé arrêter, ce qui montre que parfois les casques bleus interviennent mais n'ont pas beaucoup de pouvoir et se retrouvent finalement en plein milieu d'un conflit sans pouvoir y mettre un terme. Donc c'est le grand 2, l'ONU et la paix. Comment fonctionne l'ONU et quels sont ses objectifs? Alors l'ONU, pour rappel, a été créée en 1945. À l'époque, il n'y avait que 51 pays. Elle a été créée suite à la charte de l'Atlantique signée par Roosevelt et Churchill en 1941, qui rappelait les buts de guerre des démocraties, et donc d'assurer notamment un monde en paix après la Seconde Guerre mondiale. Donc ces buts de l'ONU, on va en reparler juste après. Pour assurer ces buts, elle a notamment créé un tribunal pénal international qui juge les criminels de guerre. Et un des buts de l'ONU, c'est notamment d'assurer aussi le développement économique et garantir un certain nombre de droits aux habitants. Donc notamment avec les 8 objectifs du millénaire en 2015, qui vont être malheureusement difficilement atteints, avec le but d'assurer l'éducation primaire pour tous, lutter contre la pauvreté et la faim, avoir l'égalité des sexes, réduire la mortalité infantile, etc. Donc pour terminer, nous allons compléter oralement ce schéma. Donc comment fonctionne l'ONU? Donc l'ONU a trois buts principaux: faire la paix, faire la justice et aider le développement. Pour cela, il y a une assemblée générale de l'ONU qui compte 192 États membres, qui se réunit à New York, donc aux États-Unis. Cette assemblée générale, donc qui regroupe